Et nous poursuivons notre série de podcasts exceptionnels sur l'IA, intelligence artificielle, IA et sapiens, rivalité ou complémentarité. Et aujourd'hui, nous recevons le professeur en oncologie et radiothérapie à l'université de Paris-Cité, Jean-Emmanuel Bibaud. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Alors, Jean-Emmanuel Bibaud, je disais, donc vous êtes spécialiste du cancer et de la radiothérapie. Vous nous expliquerez un petit peu votre spécialité. Vous exercez à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes en même temps chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Votre travail donc se concentre sur l'intégration de l'IA, de l'intelligence artificielle, dans les pratiques médicales. C'est à l'INSERM que vous exercez ces recherches et vous êtes l'auteur d'un livre 2041. L'Odyssée de la médecine, où vous explorez les perspectives futures de la médecine à l'ère donc de l'intelligence artificielle. Et vous venez de sortir, vous avez dit, un nouveau livre. Oui, un deuxième livre qui s'appelle Cancer Confidential et qui raconte l'histoire de la cancérologie d'il y a 1,7 million d'années à nos jours, et puis toutes les innovations qui vont arriver dans les décennies à venir. Très bien, donc on va parler d'IA et médecine, IA et cancer, IA et maladie, et puis plus généralement de cette progression fulgurante de l'intelligence artificielle dans les techniques médicales et les professions de santé. Et vous me disiez, juste avant qu'on démarre cette émission, Jean-Emmanuel Bibaud, que tout va à une vitesse extraordinaire et même tout s'accélère de jour en jour. Oui, moi ça fait 10 ans cette année que j'ai commencé à travailler sur cette thématique-là, quand j'ai commencé à faire ma thèse, mon PhD en France. Entre-temps, je suis parti aux États-Unis et je suis revenu en France. Et c'est clair que depuis à peu près 2 ans et demi, notamment avec l'apparition et la démocratisation de ce qu'on appelle les LLM, c'est-à-dire les grands modèles de langage, qui sont en fait la technique de base pour faire ChatGPT, que tout le monde connaît. Donc depuis l'apparition et la démocratisation de ces méthodes-là, on a une accélération assez vertigineuse. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, la sortie notamment d'un modèle qui s'appelle Grok 3, qui est sorti par xAI, qui est la start-up. C'est Elon Musk, ça. Elon Musk, voilà. Exactement. Qui a, je ne sais pas si vous le savez, en fait, a installé en quelques mois, 100 000 GPU. Donc les GPU, c'est les calculateurs pour entraîner ces IA. Donc il a fait avec ses équipes ce que tout le monde pensait était impossible, à tel point qu'il a impressionné le PDG de Nvidia. Nvidia, c'est l'entreprise qui commercialise ces GPU, qui est quasiment monopolistique dans le monde. Toutes les entreprises utilisent des GPU de Nvidia. Et donc à tel point que Nvidia a investi dans la startup d'Elon Musk. Donc bref, tout ça pour dire que ce modèle-là qui est sorti la semaine dernière est encore plus impressionnant. Je ne pensais pas a priori, mais il est vraiment plus impressionnant de ce que j'ai pu essayer que les autres. Et donc, on est vraiment en train d'assister... Ça s'appelle Grok, Grok 3, exactement. Grok 3, d'accord. Et ce qui est vraiment fou, c'est que chaque semaine, il y a quelque chose qui est mieux que la semaine précédente qui sort. Et beaucoup de personnes pensent que 2025, c'est l'année de l'intelligence artificielle généraliste ou forte, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la singularité, c'est-à-dire des intelligences artificielles quasiment conscientes d'elles-mêmes, plus intelligentes que les hommes et capables quasiment de s'auto-améliorer. Et donc, je suis pas très très loin de le penser aussi. Je pense que si on refaisait une émission comme aujourd'hui, peut-être dans 6 mois ou en décembre 2025, le monde serait peut-être déjà complètement changé en fait. Alors, on va reparler de tout ça, bien sûr, mais j'aimerais qu'on commence par ce qui fait votre quotidien. Je dirais qui est l'application des intelligences artificielles à certaines maladies, notamment au cancer. Et là, dites-moi un petit peu où on en est. On est donc en fin février, début mars 2025. Où en est-on sur le traitement du cancer par l'intelligence artificielle ? Alors, on peut déjà parler de ce qui est du quotidien.
c'est-à-dire de la réalité de tous les jours à l'hôpital, c'est effectivement l'utilisation de l'IA, par exemple en oncologie radiothérapie, donc vous l'avez dit, ma spécialité. L'IA, évidemment, est particulièrement efficace pour faire ce qu'on appelle de l'interprétation d'images. C'est même une des premières applications qui a été on va dire, médiatisée sur ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, qui est un certain type d'IA. Et donc, en cancérologie, on se sert de ces IA-là tous les jours, par exemple pour analyser les images des patients qui vont avoir de la radiothérapie. Alors pourquoi on a besoin de ça ? Quand on fait de la radiothérapie, on fait un scanner du patient et ensuite on va dessiner sur ordinateur, sur chacune des coupes du scanner, les organes normaux et l'endroit où il y a le cancer qu'on va chercher à détruire par les rayons. Et donc ça, on le faisait de façon manuelle jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, et ça pouvait prendre plusieurs heures. Maintenant, c'est fait par un algorithme donc, de deep learning. Les images sont faites sur le scanner, elles sont envoyées sur un serveur au sein de l'hôpital et elles nous sont renvoyées en 3 minutes, déjà entièrement contourées, c'est-à-dire là où tous les organes sont déjà dessinés en 3D sur les images. Et donc nous, on a entre guillemets plus qu'à vérifier que la qualité de ce contourage-là est optimale et ensuite on peut passer à l'étape suivante de la préparation des traitements. Donc en fait, on gagne déjà quasiment 2 à 3 heures par patient grâce à l'IA de nos jours. Donc ça, c'est une application, mais en fait, il y en a déjà beaucoup, beaucoup d'autres. Je peux en parler d'une autre si vous voulez. Il y a eu une histoire qui a été, notamment l'année dernière, qui a eu lieu à l'Institut Curie, où un patient avait ce qu'on appelle un cancer de primitif inconnu, c'est-à-dire des personnes qui ont des métastases et on ne sait pas d'où elles viennent, d'où vient le cancer initial. Et donc, les chercheurs ont analysé ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire l'expression des protéines de ces métastases, et ont déterminé le primitif le plus probable, l'ont traité grâce à cette identification-là, et pour l'instant, l'ont guéri effectivement grâce à ça. Donc ça permet aussi, entre autres, d'identifier quel type de cancer vous avez de façon beaucoup plus fine que si on n'avait pas des IA. Et donc ce genre d'applications quasi quotidiennes, elles sont de plus en plus nombreuses. Donc tout ça, c'est ce qui existe déjà. Et puis il va y avoir des choses qui sont en train d'arriver. Et donc là, je parle typiquement de ce qu'on appelle les IA qui sont face aux patients, c'est-à-dire non plus des IA qui sont utilisées comme des outils par les professionnels de santé, mais des IA qui sont utilisées directement par les patients, par exemple pour avoir de l'information médicale, ou alors pour surveiller leur maladie, leurs symptômes, les effets secondaires de leur traitement, etc., etc. Et qui génèrent, par exemple, des comptes rendus médicaux que le médecin peut recevoir avant même la consultation pour adapter au mieux les traitements. Donc il y a vraiment, je dis souvent, pas de limite à ce qu'on peut faire avec l'IA en médecine. La seule limite, c'est entre guillemets l'imagination. Et donc c'est assez vertigineux et les choses sont, comme on l'a dit au tout début, en train de s'accélérer très fortement, notamment aux États-Unis. Évidemment aussi en Chine, mais en Chine, on sait un petit peu moins bien ce qui se passe très concrètement. Aux États-Unis, on sait mieux. Et en Europe, on est je le crains un tout petit peu à la traîne, notamment parce qu'on est dans un cadre réglementaire, on en parle beaucoup en ce moment, qui est plus contraint, évidemment, qu'aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer, pour revenir un instant à l'application de l'intelligence artificielle sur une maladie comme le cancer, on peut imaginer d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de médecine prédictive, c'est-à-dire avant que le cancer arrive, de mettre en évidence des signes avant-coureurs, voire des prédispositions? Alors ça, on le fait déjà, entre guillemets, en recherche clinique. C'est-à-dire que, par exemple, à Stanford, on avait développé des modèles qui permettent de prédire 10 ans à l'avance le risque de décéder d'un cancer, par exemple. On a aussi fait plus récemment avec des étudiants de l'ENS que j'ai encadré un modèle qui permettait de prédire 5 ans à l'avance le risque de développer un cancer du poumon pour les personnes qui fument, par exemple. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, en fait, en fonction de ce risque-là, on peut éventuellement faire plus de dépistage. Par exemple, faire un scanner thoracique pour les patients qui sont très à risque, ou alors fortement inciter à réduire les facteurs de risque de cancer du poumon, qui sont nombreux, qu'on ne va pas détailler ici. Évidemment, le principal, c'est le tabac, mais je ne vous apprends rien. Et donc, c'est des modèles qui sont intéressants parce qu'ils sont actionnables. Ça veut dire qu'ils servent potentiellement à quelque chose sur le plan clinique réel. Là où c'est un peu plus compliqué, et il y en a aussi beaucoup, des modèles qui ne sont pas actionnables. C'est-à-dire des modèles qui vont vous prédire un risque, mais qui ne vont pas vous dire la raison pour laquelle ils ont prédit ce risque-là.
Et donc, vous avez ce risque et vous savez pas très bien quoi en faire. Et donc là, la question est un peu plus sensible à trancher de l'intérêt de développer et d'utiliser ce genre de modèle-là, notamment en plus, si on parle de... Parce que ça fait qu'augmenter l'anxiété. Voilà, c'est si on n'a pas anxiogène, de c'est une épée de Damoclès, et Ouais. puis ça apporte pas grand-chose sur le plan médical. Donc il y a une Ouais. réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on fait des modèles avant de les créer, quoi. Ouais, très bien. Et est-ce que vous pensez que cette généralisation de l'IA, cette accélération, ça va nous permettre d'améliorer globalement la médecine, c'est-à-dire que finalement, de plus en plus de gens auront accès à ces technologies? Alors, la première chose, c'est un peu une épée à double tranchant. La première chose, c'est que clairement, de déployer un modèle d'IA, finalement, c'est pas très cher. Si on compare le coût d'un modèle d'IA au coût d'une IRM ou d'un scanner ou d'une machine de radiothérapie ou d'un plateau technique de chirurgie, d'un bloc opératoire, etc., un modèle d'IA, c'est très très faible. Alors évidemment, un modèle d'IA tout seul, on ne va pas en faire grand-chose. Mais ça pourrait donc être utilisé pour, globalement, assurer la même qualité de traitement que vous soyez à New York, à Paris ou à Berlin, où que ce soit, parce que vous allez déployer le même modèle. Et donc, dans l'exemple de la radiothérapie, vous allez obtenir la même qualité de traitement de l'image où que vous soyez. Et donc, des zones qui sont peu pourvues ou pas pourvues du tout pourraient avoir accès à des traitements auxquels elles n'avaient pas accès grâce à l'IA. Donc je prends l'exemple de la radiothérapie, mais en fait c'est même pour de la médecine générale par exemple, pour du diagnostic, il y a pas mal de publications qui montrent que certains types d'algorithmes font très très bien de très très bons diagnostics. Donc ça c'est la première chose, c'est un peu l'opportunité. Par contre, de l'autre côté c'est le risque. Les risques, c'est que si on ne réfléchit pas à la façon dont on a déployé sur le territoire ces algorithmes-là, on se retrouve dans la même situation, l'exemple que je reprenais tout à l'heure, de l'IRM. Les IRM, en fonction de l'endroit où vous êtes en France, vous n'avez pas forcément accès aussi facilement. Les délais d'examen ne sont pas toujours les mêmes, parfois y compris même dans les endroits où il y en a beaucoup. Et donc, il y a une disparité. Donc, si on n'est pas vigilant sur la façon dont on déploie les modèles, dont on déploie dans les hôpitaux, etc., dont on finance ça aussi, évidemment, on va peut-être, paradoxalement, en réalité, creuser encore plus les inégalités d'accès aux soins à cause de l'IA. Et puis, le troisième aspect qui est toujours dans la catégorie des risques, c'est les IA, on va dire, qui sont biaisées. Il y a beaucoup d'exemples, je vais donner le plus connu évidemment, c'est une IA qui avait été développée donc, à Stanford il y a déjà quelques années, qui permettait de diagnostiquer des mélanomes sur des peaux ou des lésions cutanées cancéreuses mais pas que, et qui avait été comparée à des dermatologues, et on montrait que l'IA faisait mieux que les dermatologues dans beaucoup de cas. L'étude a été publiée dans un très très grand journal qui s'appelle Nature. Et puis quelques mois plus tard, on a réalisé qu'en réalité, cette IA qui était donc censée être très très bonne était en fait très très mauvaise, notamment pour les peaux afro-américaines. Parce que dans les données qui avaient été utilisées pour entraîner l'algorithme, il n'y avait pas ou très très peu de peaux afro-américaines. Et donc elle n'était pas capable d'analyser une peau afro-américaine, une peau noire. Et donc ça, c'est un vrai problème en IA, c'est qu'il faut s'assurer de ce que l'on appelle l'alignement entre vos données d'entraînement, c'est-à-dire ce que vous avez utilisé pour créer l'IA, et la population sur laquelle l'IA que vous avez créée va être utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez demain un outil médical qui marche très très bien sur une population américaine, par exemple, avec ses spécificités, elle ne va pas forcément marcher aussi bien sur une population européenne, parce qu'il y a d'autres spécificités. Elle n'est pas forcément généralisable. Est-ce que ça, on n'est pas dans le cas un peu des maladies infantiles, si je peux m'exprimer, de la recherche? C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès qu'on identifie ce problème, cette erreur, ce biais, finalement, on arrive à la corriger. On a des systèmes qui sont de plus en plus performants, de plus en plus universels, qui peuvent peut-être capter les différences qu'il peut y avoir des populations. Oui, alors quand on parle de couleur de peau, c'est facile à capter et à corriger, mais quand on fait des algorithmes plus complexes, par exemple en génomique, par exemple, ou en analyse d'image, en radiomique, là, la détection des biais est beaucoup plus complexe et est un vrai problème. Et donc, il n'est pas impossible que si on ne développe pas des IA, par exemple en France ou en Europe, spécifiques de la population française ou européenne, eh bien, on se serve d'IA américaines ou autres, ou chinoises, qui ont donné des bons résultats sur des populations américaines, mais qui en fait ne marchent pas du tout bien sur des populations européennes. Et donc, il y a un vrai risque de santé publique
liées au biais des données par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a un enjeu crucial pour qu'on puisse développer des outils européens. Et ces enjeux-là sont au-delà de ce qu'on appelle la souveraineté. C'est des enjeux vraiment purement de santé publique, c'est-à-dire de potentielle perte de chance pour les patients européens ou français si on n'a pas les bons outils faits en France ou en Europe. Si on prend le match IA humain dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire on imagine qu'il y a une espèce de concours médecine, compétition médecine contre intelligence artificielle. Où en est-on? Quel est le score actuellement? Est-ce que les IA ont dépassé les médecins ou est-ce que les médecins gardent une prépondérance par rapport aux intelligences artificielles? Alors, d'abord, pour répondre à cette question-là, on est obligé de distinguer différentes tâches, entre guillemets, puisqu'en fait, l'IA ne fait pas forcément mieux que les humains, ou inversement, dans tous les domaines médicaux. On peut prendre quelques exemples un peu précis. Premier exemple qui est assez connu, c'est l'analyse d'images, donc la radiologie médicale, enfin l'imagerie médicale plutôt. Il y a effectivement de plus en plus d'études qui sont d'ailleurs pas toutes très récentes, mais qui ont l'air de laisser penser que sur certaines tâches, l'IA fait mieux que les médecins. Je vais donner un exemple, enfin fait mieux ou au moins aussi bien que les médecins. Un exemple, publié dans le Lancet à l'été 2023. Le Lancet, c'est une très très grande revue médicale. Une étude suédoise faite sur 80 000 patientes pour le dépistage du cancer du sein, où on a comparé la façon de faire le dépistage actuel, qui est la double lecture par 2 humains de la mammographie, versus une lecture avec un humain et une IA. Et donc l'étude a montré, donc de façon randomisée, c'est-à-dire au hasard entre l'un ou l'autre, que l'IA plus le médecin faisait aussi bien que les 2 médecins, mais en 2 fois moins de temps. Et donc je pense que la prochaine étude qui paraîtra de ce type-là, ça va être la comparaison directe d'une IA seule versus les doubles lectures humains. Donc là, c'est déjà un premier indice sur la mammographie, par exemple. Mais c'est un peu plus loin que ça, toujours sur la mammographie, puisqu'on a aussi des IA qui permettent, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, à partir d'une mammographie qui semble à peu près normale, de prédire votre risque à 5 ans de faire un cancer ou pas. Parce que les médecins humains sont plus ou moins capables de le faire, mais pas de façon très quantitative, précise, entre guillemets. Donc sur la radiologie, on pourrait aussi citer l'exemple de la radiologie ostéo-articulaire. Je crois que vous avez reçu notamment quelqu'un de chez Glimmer qui travaille sur ça. Et puis on pourrait citer un troisième exemple qui est l'interprétation des scanners thoraciques, qui effectivement aussi fait l'objet de beaucoup d'études comparatives entre les performances d'IA et de médecins. Donc sur la radiologie, on a l'impression que l'IA fait aussi bien, voire peut-être mieux que certains médecins. Et ça a donné lieu, depuis maintenant plusieurs années, à pas mal de craintes vis-à-vis des radiologues, et notamment des jeunes qui se disent « est-ce que je vais encore avoir un métier dans quelques années ?» Il y a la citation qui est ressortie très très souvent de Geoff Hinton, qui est un chercheur en deep learning, qui vient de remporter le prix Nobel de physique là, cette année, qui est un des premiers justement à avoir travaillé sur le deep learning, notamment avec Yann Lequin, qui est un chercheur français qui est maintenant à la tête de l'IA chez Meta. Et qui disait, en 2017, on devrait arrêter de former des radiologues parce que dans 5 ans, on n'en aura plus besoin. Donc là, on est en 2025. On a toujours besoin de radiologues. Donc malgré les bonnes performances de l'IA, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'arrêter de former des radiologues, parce que être radiologue, c'est entre guillemets pas simplement poser un diagnostic sur une image. Il y a beaucoup plus que ça quand on fait de la radiologie. Et donc ça me permet d'enchaîner sur le deuxième cas d'usage, c'est le diagnostic. Et donc là, sur le diagnostic pur, à partir de symptômes, on a une littérature qui est vraiment en train d'apparaître et qui laisse à penser non seulement que l'IA fait mieux que les médecins, y compris sur du raisonnement médical complexe, mais que en plus, j'ai envie de dire malheureusement, quand les médecins, entre guillemets, utilisent l'IA pour poser un diagnostic, ils font moins bien que l'IA toute seule. Et donc il y a plusieurs études, mais une des dernières qui est sortie il y a quelques semaines, réalisée entre Harvard et Stanford, a montré que sur du raisonnement médical complexe, un modèle d'IA qui s'appelle O1, qui est un modèle généraliste sorti par OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT, faisait mieux que les médecins humains. Les médecins humains faisaient 40% de bonnes réponses, l'IA faisait 80% de bonnes réponses. Donc là, le gap entre guillemets entre les deux est assez énorme. Et puis une autre étude encore un peu plus ancienne, quelques semaines avant,
avait montré sur un autre algorithme encore que lorsque les médecins utilisaient une IA, ils faisaient mieux que le médecin tout seul, mais qu'ils faisaient moins bien que l'IA toute seule. Donc on va potentiellement sur le diagnostic à partir de symptômes plus ou moins simples, vers une situation où on va avoir une responsabilité évidemment d'utiliser les outils qui donnent les meilleures performances. Ça, c'est un peu le principe de la médecine, c'est utiliser ce qu'il y a de mieux pour traiter son patient. Et donc ça devient complexe parce que si vous mettez en évidence que quand le médecin se sert de l'IA, il fait moins bien que l'IA toute seule, eh bien le fait que le médecin se serve de l'IA potentiellement pose un risque ou une perte de chance. Et donc il y a une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour utiliser les IA par les médecins. Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils vont devenir comme des sortes de super secrétaires d'une IA médicale? Est-ce qu'il va falloir plutôt au contraire former mieux les médecins à se servir de l'IA? Parce qu'il y a potentiellement aussi un problème sur ce plan-là. Ou alors est-ce qu'il faut dire, bon, bah, de toute façon, l'IA fait mieux que le médecin, donc le médecin... Oui, est-ce qu'il n'y a pas une blessure narcissique à dépasser? Alors, Je dirais, parce qu'on s'est fait l'idée maintenant que l'IA était meilleure que les humains dans beaucoup de jeux, notamment les échecs. Bon, voilà, c'est un fait, on est passé à autre chose. Est-ce qu'un médecin, même s'il est bien formé, peut se dire quand même, bon, à un moment donné, l'IA fait mieux, c'est une technique. Quand on va chez le garagiste, et que si on a une intelligence artificielle, ça doit exister aussi, qui analyse la façon dont fonctionne votre moteur, bah, s'il vous dit en quelques secondes c'est le carburateur qui a un problème, on accepte si c'est derrière pour avoir une voiture qui roule mieux et qui soit réparée beaucoup plus vite. Alors moi, je suis assez d'accord avec ça, et je dis d'ailleurs souvent que le rôle d'un médecin, c'est pas de lui assurer d'avoir un métier et un salaire à la fin du mois, mais c'est de garantir le meilleur traitement à son patient. Donc je vais complètement dans ce sens-là. Avec une petite limite, ceci dit, c'est que quand on va chez son médecin, c'est pas comme quand on va chez son garagiste. C'est vrai que il y a, au-delà de la performance purement scientifique, médicale, il y a toute la partie de relations humaines qui est très très importante, évidemment. Et pour avoir discuté avec beaucoup de médecins et aussi beaucoup de patients à différentes occasions, clairement, idéalement peut-être, il faudrait que le médecin se serve d'une IA, mais garde cette interface entre l'IA et le patient qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas encore tout à fait conquise par les performances de l'IA. Avec une petite limite, ceci dit, puisqu'il y a eu une étude aussi qui est sortie dans le JAMA en 2023, qui a évalué l'empathie d'une IA versus l'empathie d'un médecin humain. C'est-à-dire qu'on a pris des réponses écrites à des questions posées par des patients, un groupe médecin humain, un groupe IA, et on a après demandé à un comité en aveugle, un comité constitué de médecins et de patients, en gros de noter l'empathie perçue dans les réponses données. Et donc l'empathie perçue dans les réponses données était plutôt meilleure dans les réponses données par l'IA. Donc tout ce que je dis, évidemment, j'essaye de donner à chaque fois un peu l'avis et puis ensuite aussi la contradiction, quoi, pour dire que les choses sont mouvantes, les choses ne sont pas aussi simples que parfois on a l'impression qu'elles le sont. Il y a des personnes qui ont des convictions très très fortes sur ces sujets-là. Je pense qu'elles sont toutes en train d'être remises en jeu avec les performances de l'IA. Mais le message global, c'est oui, l'IA, quelle qu'elle soit, peut être plus performante qu'un humain sur la partie purement scientifique de la médecine, mais sans doute que sur la partie humaine, empathique, entre guillemets, j'ose le dire, artistique de la médecine, puisque la médecine est un art, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Sur cette partie-là, l'IA n'est pas encore tout à fait au point, on va dire, notamment parce qu'elle est pour le moment purement textuelle. Il ne faut pas oublier ça. Sans doute que dans les années qui viennent, on va avoir des IA qui sont déjà là d'ailleurs, presque audio et puis vidéo, mais ça ne suffira pas encore, je pense, pour vraiment être au niveau d'une consultation humaine, entre guillemets. Et donc sur ça, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les patients puissent accepter, entre guillemets, d'être en interaction directe avec une IA pure. Je vais encore une fois moduler ce que j'ai dit, parce que je pense que l'utilisation aussi de ces outils-là est en train beaucoup de changer avec les générations. J'explique un peu ce que je dis. Les patients, les personnes qui ont, on va dire, évidemment 60 ans, 80 ans, qui ont, entre guillemets, qui n'ont pas 20 ans,
clairement, vont avoir beaucoup plus d'hésitation à se servir de ce genre d'outils-là. Enfin, pas pour tous, hein, mais en moyenne. À l'inverse, je pense que les patients qui sont actuellement très jeunes, qui sont nés dans une génération Instagram, TikTok, etc., n'auront, à mon sens, aucun problème pour utiliser ce genre d'outils-là, y compris pour être traités. Et donc, on va voir dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, cette acceptabilité qui va complètement changer aussi. Au-delà, je veux dire, de la performance pure de l'IA qui va être meilleure, l'acceptabilité qui est liée aux usages, qui est liée à la culture dans laquelle on est né, va augmenter, c'est évident. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui est sans doute totalement faux dans quelques mois. Alors, revenons-en à ce que vous nous avez dit en introduction. Vous avez dit 2025, c'est-à-dire maintenant, sera pour certaines personnes le moment du basculement vers l'IA, une IA généraliste, une IA, ce qu'on appelle une IA forte. Là, j'aimerais avoir votre sensation personnelle. Vous vivez avec des IA toute la journée. Est-ce que vous sentez, vous, à titre personnel, ce basculement ? Je me méfie toujours un petit peu des personnes qui sont très très affirmatives sur quelques sujets que ce soit, mais j'étais plutôt sceptique et en fait je trouve qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait une accélération majeure qui est certainement, on va dire, motivée en premier par des enjeux économiques, notamment aux États-Unis évidemment. Et que cette accélération, si on suit un petit peu l'actualité, on en est témoin au jour le jour. Donc c'est une époque en réalité extraordinaire à vivre. On est en train de vivre quelque chose d'assez incroyable. On va en reparler dans le livre d'histoire de ces 2 années, de ces 3 années, pour longtemps, je pense. Donc oui, il y a une accélération. Dans quel sens alors, parce que clairement, on passe d'un monde, on est en train de changer de monde. Il y a un exemple tout simple. Il y a eu un avant et un après iPhone, par exemple, indéniablement. Maintenant, tout le monde a un iPhone, et enfin presque tout le monde. Et ça ne traverse l'esprit de personne de ne pas avoir d'iPhone, sauf les gens qui, pour le coup, l'assument et n'en veulent pas. Et donc, je pense qu'on est en train de vivre le moment, entre guillemets, iPhone de l'IA, quoi. C'est-à-dire une IA qui va être démocratisée, qui va être absolument omniprésente. Et on le voit... on le palpe tous les jours. Et donc, je pense qu'on parlera de ce switch, entre guillemets, qui se fait entre 2024 et 2025. De la même manière, il y a eu un avant et un après Internet. Ça a pris plus de temps, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Internet a pris un certain temps, on va dire peut-être 10-15 ans. Mais Internet ou l'iPhone ne sont pas devenus conscients. Exactement. Et c'est là où c'est la différence. Ouais. Quel est votre sentiment sur l'IA ? Parce que là, il s'agit d'autre chose. Ouais. Et je pense il s'agit d'un saut qualitatif, auquel certains croient ou auquel certains ne croient pas. Moi, je pense que c'est en train effectivement d'arriver. Est-ce qu'en décembre 2025, on va avoir l'IA généraliste ? Je ne sais pas. J'ai envie d'être un peu provocateur et de dire, ça se trouve, en fait, on l'a déjà. Si ça se trouve, si vous utilisez Grok 3 ou un des derniers modèles qui sont disponibles, on ne se l'admet pas, mais peut-être qu'on a déjà une certaine forme d'IA généraliste. Est-ce qu'on va être capable de savoir le moment précis où elle va apparaître ? C'est pas du tout évident. Comment est-ce que vous faites pour dire que cette IA-là, elle est généraliste ou pas, qu'elle est consciente d'elle-même ou pas ? Vous en parlez vraiment comme d'une émergence, d'une naissance. Oui. Moi, je crois qu'il y a clairement de ça. C'est pas de la science-fiction, hein. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, j'aurais dit oui, non, mais là, on est en train c'est un peu de la science-fiction, on est un peu en train d'imaginer des choses, de délirer, entre guillemets, etc. Là, je crois qu'on y est vraiment, vraiment. Et il faut aussi, pour comprendre ce phénomène-là, distinguer l'innovation pure de son usage. L'innovation pure, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est presque en train d'arriver. Et je ne sais pas si ça va être 2025 ou 2026, mais il y a de fortes chances qu'on y soit. Et après, son usage, c'est-à-dire le fait qu'elle soit utilisée par tout le monde, ça va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps. Typiquement en médecine, il y a un cadre de régulation, etc., qui fait qu'on va pas pouvoir utiliser tout de suite ces IA-là.
Mais l'innovation, elle est là. Alors, il y a un petit point là-dessus qui est intéressant, c'est que certains experts, par exemple, estiment que la technologie des LLM, donc les grands modèles de langage, n'est pas la bonne pour créer ces IA généralistes-là. Je pense notamment à Yann Lequin, qui est très sceptique vis-à-vis de ces LLM, pour des raisons techniques qui sont tout à fait valables. Mais ce qu'on voit au quotidien, et donc je le redis quand on se sert des derniers modèles, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer et qui, pour l'instant, utilise avant tout la technique des LLM et notamment de ce qu'on appelle les transformers. Et donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi qui dépasse même les plus grands experts dans le domaine. Alors, il y a un phénomène auquel on assiste, qui est fascinant quand on est observateur extérieur, comme je le suis, c'est que plus les choses avancent, plus ça accélère. Plus ça accélère, plus les gens en parlent. Plus les gens en parlent, plus les États mettent d'argent. Les États et les privés, d'ailleurs. Et il y a une espèce d'effet d'entraînement qui nous emmène, je ne sais pas où. Ça devient une espèce de nouvelle religion, l'IA. Je ne sais pas comment on pourrait définir les choses, mais il y a un emballement. Ouais, il y a un emballement clair, qui est un emballement aussi un peu d'effet d'annonce. Alors, il y a 2 annonces toutes récentes dont on peut parler rapidement. Première annonce américaine, quasiment la première semaine de l'accession de Donald Trump au pouvoir, c'est le projet Stargate. 500 milliards de dollars annoncés pour le développement. 500 milliards de dollars annoncés, hein, ouais. C'est toujours du mal à imaginer ce que c'est, mais 500 milliards de dollars. Ouais, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que, en vérité, ces 500 milliards, on n'est pas certain qu'on les voit vraiment arriver, mais bon, ça a été l'annonce, notamment avec des investisseurs privés, notamment japonais, SoftBank, qui étaient là. Doug Ellison, qui était le CEO d'Oracle, qui est une énorme entreprise américaine, et puis évidemment Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI, qui fait ChatGPT, qui a quasiment créé le domaine, en tout cas au niveau du grand public. Et ce qui est intéressant dans cette annonce-là, c'est que une des premières choses qui a été mise en avant par Doug Ellison, donc d'Oracle, et puis Sam Altman juste après, dans le bureau, dans la Maison Blanche, ça a été, grâce au projet Stargate, on va guérir le cancer. Si vous regardez les vidéos, ils ont quasi littéralement dit ça. Donc c'est intéressant parce que... Est-ce que c'est pas pour faire accepter aux contribuables? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que la médecine aussi, quelque part, et j'en suis bien conscient, est un parfait alibi pour le développement de l'IA, parce que personne ne va vous dire non, il faut pas améliorer la médecine. Par contre, effectivement, si on vous dit que vous allez utiliser l'IA pour faire des drones tueurs automatiques, vous allez peut-être moins bien l'accepter. Donc clairement, la médecine est de plus en plus mise en avant comme une certaine forme d'alibi. Ce qui ne veut pas dire que l'IA ne va pas améliorer la médecine. Vous voyez, c'est un peu plus complexe que ça d'un point de vue, on va dire, politique. Donc cette première c'est la face lumineuse. Voilà, c'est la face lumineuse, et il y aura effectivement des faces moins lumineuses. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant à noter. Et puis il y a la deuxième annonce qui nous concerne plus, qui est liée notamment à l'AI Summit qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. C'est les 109 milliards annoncés par la France, avec notamment des participations de fonds privés du Moyen-Orient. Et donc on a expliqué que proportionnellement à la taille de la France, c'était un investissement encore plus important que les 500 milliards du projet Stargate. Et là aussi, durant le sommet de l'IA, la médecine et la santé a été fortement mis en valeur. Donc oui, il y a une surenchère, en fait, des moyens financiers qu'on va mettre. Et c'est intéressant parce que cette surenchère-là, elle est directement compréhensible par le fait que les pays qui ne vont pas être dans la course à l'IA vont être en quelque sorte vassalisés ou, entre guillemets, devenir très dépendants, extrêmement dépendants des pays qui seront dans la course. Ça, heureusement, on l'a bien compris en France, et on l'a bien compris parce qu'on a aussi, je pense, j'en suis convaincu, les capacités pour faire des bonnes choses en IA en France, heureusement. On est plutôt dans le peloton de tête au niveau européen, ça c'est certain, et au niveau mondial aussi potentiellement. Et donc on l'a compris, et c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on cherche à mettre autant d'argent? Parce qu'en fait, on sait que typiquement, si jamais on arrive à avoir l'AGI, donc l'IA généraliste ou générale, ou la singularité, eh bien ça va représenter une manne financière gigantesque, un gain de productivité gigantesque, et que si vous ne l'avez pas, par contre, vous allez être
dans une situation économique très compliquée. Donc il y a un enjeu économique majeur derrière, évidemment. Mais on a l'impression que cette course à l'AGI, finalement, l'argent n'a plus aucune importance, puisque celui qui sortira propriétaire ou détenteur de cette AGI gagne le jackpot, quoi. Oui, mais il y a eu quand même un petit signal qui tente à contredire un petit peu ça, mais c'est assez vrai, hein, je suis assez d'accord. Le petit signal, c'est un signal qui nous vient de la Chine, un modèle qui s'appelle DeepSeek R1, qui est sorti par une, entre guillemets, petite start-up, une spin-off d'un fonds d'investissement chinois qui s'appelle DeepSeek, donc, et qui a sorti un modèle de raisonnement aussi bon que voire meilleur que les plus gros modèles américains d'OpenAI pour une fraction du prix. Enfin, on ne sait pas très très précisément, ils ont beaucoup parlé du fait qu'ils avaient entraîné cette IA-là que pour 5,5 millions de dollars. En vérité, c'est potentiellement... Et moins gourmand en énergie. Voilà, moins gourmand en énergie, beaucoup moins cher à faire, même si on ne sait pas vraiment la réalité de ça, mais probablement en tout cas 10 à peut-être 100 fois moins cher que ce qui a été utilisé pour faire les autres modèles. Et donc, potentiellement, ça a un peu relancé la course, et notamment l'Europe dans la course, puisqu'on s'est dit, bon bah, puisque finalement on peut faire des choses En gros, bien... c'est pas uniquement une question d'argent. Voilà, c'est pas uniquement une question d'argent. Après, il y a eu des gens qui ont dit, oui, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir faire des IA pour pas cher, et on va battre ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est pas complètement vrai, parce qu'en réalité, même s'il n'y a pas de mise à l'échelle parfaite, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez mettre 10 milliards de dollars que vous allez forcément faire un modèle meilleur que celui qui n'a que 1 milliard de dollars. Mais potentiellement, si vous utilisez les méthodes de DeepSeek R1 par exemple, mais que vous avez des moyens quand même financiers plus importants, bah, vous allez quand même obtenir à la fin un meilleur modèle que si vous n'avez pas l'argent. Donc oui, ça relance un peu les choses, mais en toute objectivité, celui qui a le plus d'argent va quand même potentiellement gagner la course à la fin. Vous qui êtes donc chercheur en intelligence artificielle, est-ce qu'on peut imaginer, parce que nous qui n'y connaissons rien ou pas grand-chose, on est condamné à faire fonctionner notre imagination. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, les IA prennent le relais de leur propre perfection ou de leur propre perfectibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se prennent en main en disant bon, on n'a plus besoin, finalement, on n'a plus besoin de dollars, on n'a plus besoin de tout ça, on se perfectionne tout seul. Bah ça serait pour le coup justement la singularité. La singularité, c'est le moment du bascule. C'est le basculement où globalement une IA est consciente d'elle-même et pourrait potentiellement s'auto-améliorer. La petite chose quand même, c'est que pour faire ça, pour s'auto-améliorer, elle aurait quand même besoin de données, puisque toute la base de ce type d'algorithme-là, donc c'est la donnée. Et donc, il n'est pas évident qu'une IA, même si elle était entre guillemets consciente d'elle-même, aurait la capacité purement technique de s'auto-améliorer. Deux petits points de discussion. Premier point, les IA, par exemple Grok 3 ou alors O1 enfin les IA d'OpenAI, sont déjà capables évidemment de faire du code informatique. Et presque tous les ingénieurs informatiques de nos jours se servent de ces algorithmes-là pour faire leur code en fait. Et y compris les meilleurs dans la Silicon Valley. Et donc, elle pourrait s'auto-reprogrammer entre guillemets. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que, deuxième point de la discussion, on a l'impression qu'on est en train d'arriver à un plateau en termes de performance potentiellement, parce qu'on est arrivé à un plateau de disponibilité de données. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tout simplement plus de données à fournir à la machine pour qu'elle apprenne. Les gens qui font des modèles, typiquement chez OpenAI, ils ont déjà aspiré plusieurs fois Internet, tous les livres qui existent. D'ailleurs, il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça, on pourra en parler si vous voulez en termes de droits d'auteur. Et donc, on a l'impression qu'on n'a plus de données. Et donc, si on n'a plus de données, on peut potentiellement plus forcément améliorer l'algorithme. Et donc, c'est pour ça que même si un algorithme était, entre guillemets, conscient de lui-même, il ne pourrait pas forcément, si facilement que ça, s'auto-améliorer. Alors, j'ai une petite question, parce que je suis étonné par cette expression « on n'a plus de données ». Parce que nous, dans la vie, on récolte des données en permanence, parce qu'on a des yeux, on a un nez, on a des oreilles, on a un cerveau. Donc, on est tout le temps en train de collecter des données.
Là, on peut très bien imaginer qu'une IA fasse la même chose. Et si on est capable de le faire, peut-être qu'une IA peut le faire aussi. C'est-à-dire une IA, elle peut avoir des yeux beaucoup plus performants que les nôtres, des capteurs beaucoup plus performants, des oreilles qui captent les ultrasons ou une musique, je ne sais pas, j'imagine une musique qui est jouée en Nouvelle-Zélande, elle peut la capter. Donc, elle a un potentiel de captation de données bien supérieur au nôtre et totalement infini. Oui, alors il y a deux façons, il y aurait deux façons pour que on génère des données pour entraîner de nouvelles IA. Il y a cette première façon-là où on utilise un algorithme, entre guillemets, pour générer de la captation de la réalité. Mais le problème, c'est qu'elles pourront capter qu'une certaine partie, on va dire, superficielle de la réalité. Et typiquement, si vous vous intéressez à des phénomènes biologiques ou physiologiques, elles pourront pas forcément capter, sauf si vous la branchez justement à des capteurs ou à des analyses de génomique, ou etc. Mais ça demande du travail aussi. Donc elle peut pas capter toute la réalité, entre guillemets, de façon autonome. Il faut qu'on génère ces données-là nous-mêmes pour qu'elles puissent le faire. La deuxième façon pour générer des données, quand même pour essayer d'améliorer les choses, d'améliorer les IA, et c'est déjà exploré, c'est d'utiliser des données artificielles. C'est-à-dire créer des IA qui génèrent de la fausse donnée, oui, de la donnée artificielle qui serait bonne, mais je veux dire qui ne serait pas générée par l'humain. Et donc ça, il y a beaucoup de travaux académiques sur cette thématique-là, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est-à-dire que c'est des IA qui génèrent de l'information, oui. À partir de quoi ? Eh ben, à partir de ce qu'elles connaissent déjà. Typiquement en médecine, vous avez la possibilité de créer des IA qui génèrent des cohortes virtuelles de patients, qui génèrent des jumeaux numériques de patients à partir d'une cohorte réelle, par exemple. Et donc, ça serait générer des données artificielles. Et donc ça, on pourrait toujours d'informations, c'est toujours la même information à la base ? Non, en fait, c'est des informations qui contiennent, entre guillemets, les mêmes associations statistiques, mais qui contiennent aussi de la diversité supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et donc ça, c'est tout un pan de la recherche en médecine, mais pas que en médecine. On peut donner quelques exemples d'applications très concrètes médicales. Vous savez que pour développer un médicament, ça peut prendre parfois 20 ans, on va dire du laboratoire, de la paillasse, jusqu'au patient. Et donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'utilisation de cohortes virtuelles pour réaliser des essais cliniques virtuels ou alors augmenter des essais cliniques réels. Par exemple, pour permettre de faire un essai clinique en quelques semaines au lieu de 10 ans. Ou alors pour recruter peut-être 100 patients pour faire un essai clinique au lieu de 1000, et puis de complémenter ou de compléter les vrais patients par des patients virtuels. Et donc pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est aussi en train d'arriver, et donc c'est un exemple d'amélioration par des données virtuelles d'un procédé classique. Mais si on s'intéresse à l'IA en général, et typiquement les LLM toujours, donc les grands langages de modèles qui sont... les grands modèles de langage qui sont entraînés à partir des données textuelles qu'il y a sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez, dans les livres aussi, là pour le coup il y a plus de données. Et donc il y a un deuxième problème encore plus important, c'est que on s'en rend compte si on va beaucoup sur Internet, il y a beaucoup maintenant de pages Internet ou de contenus sur les réseaux sociaux qui en fait ont eux-mêmes été générés par des IA. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ChatGPT pour générer des posts LinkedIn, pour générer un post X, pour créer des sites internet entiers avec du texte en fait qui a été entièrement fait par une IA. Et donc, le problème, c'est que ces textes-là vont, entre guillemets, polluer les bases de données qui vont être utilisées pour entraîner les IA du futur. Donc ça aussi, c'est un autre problème. C'est le problème des données virtuelles, pas forcément de très bonne qualité, qui vont être potentiellement réutilisées et recaptées pour entraîner des IA à l'avenir. Donc c'est un peu le problème du serpent qui se mord la queue, donc des données, entre guillemets, qui se mordent la queue. Donc les choses sont mouvantes, très complexes. D'une part, on peut se servir de données virtuelles pour faire de nouvelles IA. D'autre part, il y a des données virtuelles dont on ne pourra pas se servir pour refaire des IA qui posent problème pour les IA du futur. Et pour terminer sur le domaine de la médecine, il y a des données virtuelles qui vont pouvoir être utilisées pour accélérer très fortement, par exemple, le développement de médicaments. Mais on peut imaginer que cette pollution des IA par elles-mêmes, d'une certaine façon, puisse être extrêmement rapide. Parce qu'effectivement, la vitesse de génération des textes est tellement foudroyante, et ça, on le voit. Oui. Enfin, ça, on le voit. Quand on se balade sur Internet maintenant, on voit qu'il y a des textes qui sont générés par des IA, qui sont
ça se sent. On voit qu'ils sont écrits d'une certaine façon, avec une certaine méthode, avec une certaine façon de présenter les choses. Et donc, il y a une submersion possible par des produits d'IA. Ouais, c'est déjà un peu le cas, hein. Honnêtement, c'est pour ça, il y a des publications qui montrent que ça va poser problème pour entraîner les IA du futur. Ouais. Donc clairement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand on a pas mal utilisé ces IA-là, on commence à reconnaître, comme vous l'avez dit, le moment, les textes qui ont été effectivement créés par cette IA-là. Je pense surtout, évidemment, à ChatGPT. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites des textes, par exemple avec le modèle Grok 3, là, dont je parle depuis tout à l'heure, eh bien, sa façon de répondre est assez différente de ChatGPT. Et donc là, on commence à ne plus forcément reconnaître le style de ChatGPT. Donc potentiellement, il va y avoir un enjeu sur le style que vous donnez à votre IA pour la cacher plus ou moins dans l'avenir et dans les textes que vous allez générer. Ouais. Mais vous parlez de ChatGPT, du texte, mais il y a aussi dans les images. C'est-à-dire qu'il y a maintenant tellement d'images qui sont fabriquées par IA que le premier réflexe qu'on a, dès qu'on voit une image maintenant, c'est de se dire, est-ce que c'est un fake, ou est-ce que c'est une image générée par une IA, ou est-ce que c'est une vraie photo, etc. Donc la conséquence, c'est que finalement, on a tendance à comme on ne sait pas toujours, maintenant de moins en moins, on a tendance à suspendre notre jugement. Oui, clairement. En plus, la particularité, c'est que ces images-là deviennent de plus en plus réalistes. Il y a peut-être encore 2 ans, vous n'aviez pas trop de difficulté à voir si c'était fait par une IA ou pas. Maintenant, certaines images sont quasiment impossibles à distinguer d'une image réelle. Et donc, effectivement, il y a ce premier réflexe de penser que l'image est un deepfake ou est fausse. À l'heure actuelle, même certains algorithmes vont pas forcément être capables de vous dire si c'est une image réelle ou pas non plus. Parce qu'il y a des sites qui permettent de vérifier si c'est du texte ou si une image est réelle ou générée. Et donc je trouve que c'est une des choses les plus effrayantes qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette espèce de repli sur soi qu'on est obligé d'avoir par rapport à ce qui devrait être une ouverture sur le monde, sur les images, sur les films, sur les photos. Et on se dit à chaque fois, ça y est, c'est du faux. Et ça va devenir vrai aussi pour les vidéos. Hein. C'est en train d'arriver. Pour l'instant, les générateurs de vidéos sont pas encore, sont vraiment de plus en plus impressionnants, mais sont pas encore tout à fait au point. Mais potentiellement dans 1 an, 2 ans, vous aurez des vidéos extrêmement réalistes, impossible à distinguer de la réalité, et qui poseront encore plus de problèmes. Parce qu'une image, c'est une chose, mais une vidéo qui bouge avec des choses étonnantes, ça peut vraiment être un outil aussi politique très puissant. Ouais. Bien, écoutez, Jean-Emmanuel Bibeau, c'était vraiment passionnant de vous entendre, de vous avoir sur la médecine et puis sur l'intelligence artificielle en général. Donc on va être très attentif dans les semaines ou les mois qui viennent à ce basculement. Ce basculement aura-t-il lieu ou n'aura-t-il pas lieu? En tout cas, c'est vrai qu'on est à la fois effrayé, mais en même temps on se dit qu'on est en train de vivre une époque absolument extraordinaire. Ouais, clairement, c'est assez exaltant quelque part, même si ça peut aussi être un peu effrayant, on l'a dit. Mais je pense aussi que le message peut-être, c'est qu'il ne faut pas chercher à rejeter ces outils-là, mais je le dis souvent pour les médecins notamment, mais qu'il faut chercher au contraire à se les approprier pour justement les guider ou les diriger vers un bon usage, notamment en médecine. Jean-Emmanuel Bibeau, merci d'être venu.